tâche de lire des extraits, on vient de le dire d'ailleurs. Et c'est pas évident, j'ai pas eu le temps de travailler, mais je vais le faire quand même. Alors, bon courage à tous. Et à moi. Alors, une petite biographie. Annie Ernaux s'appelle Annie Duchesne. En fait, elle est née dans un milieu modeste en 1940. Elle passe sa jeunesse à Yvetot, en Normandie. Elle fait ses études primaires dans un institut catholique, puis à l'université de Rouen et à Bordeaux. Et elle devient professeure agrégée. Elle épouse Philippe Ernaux. Ceci explique cela. Étudiant à Sciences Po et devient maman de 2 fils. 27 ans après, elle divorce et vit avec un étudiant de 30 ans, son cadet. Elle dit de lui qu'il a pour elle une ferveur dont elle n'a jamais été l'objet de la part d'un amant. Dès 1974, Annie Ernaux publie souvent des romans autobiographiques, Les armoires vides, Ce qu'ils disent ou rien, La femme gelée, La place, prix de la langue française en 2008 pour l'ensemble de son œuvre. En avril 2016, elle publie Mémoire de fille, dans lequel, près de 60 ans plus tard, elle se penche sur l'année de ses 18 ans, l'été 1958, lorsqu'elle a ses premières relations sexuelles et sa première expérience de la vie en collectivité pendant une colonie de vacances, expérience qui restera pour elle comme la grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n'importe quelle autre. Cette mémoire qui est en somme le don spécial de la honte. En 2017, elle reçoit le prix Marguerite Yourcenar pour l'ensemble de son œuvre. Et le 6 octobre 2022, l'Académie suédoise annonce que le prix Nobel de littérature est décerné à Annie Ernaux pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle met à découvert les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Elle est la 17e et la première femme française à se voir décerner ce prix prestigieux. Un petit extrait du discours au prix Nobel. Enfin, quand je dis un petit extrait, ça fait 2 pages quand même. Ah, j'en enlève un peu. Non, et on avait déjà enlevé un peu. Bon, alors, je sais pas, hein, comment on fait. Ça c'est compliqué d'enlever un peu maintenant. La première page. Alors, par où commencer? Je me demande, hein, franchement. Cette question, je me la suis posée des dizaines de fois devant la page blanche, comme s'il fallait me trouver la phrase, la seule qui me permettra d'entrer dans l'écriture du livre et lèvera d'un seul coup tous les doutes, une sorte de clé. Cette phrase, je n'ai pas besoin de la chercher loin, elle surgit dans toute sa netteté, sa violence, lapidaire, irréfragable. Elle a été écrite il y a 60 ans dans mon journal intime. J'écrirai pour venger ma race. Elle faisait écho au cri de Rimbaud, je suis de race inférieure de toute éternité. J'avais 22 ans. Qu'est-ce que je fais? Je saute quelque chose là. Je saute? Parce que c'est... ouais. Très vite, il m'a paru évident d'ancrer le récit de ma déchirure sociale dans la situation qui avait été la mienne lorsque j'étais étudiante. Celle révoltante à laquelle l'État français condamnait toujours les femmes. Le recours à l'avortement clandestin entre les mains d'une faiseuse d'ange. Et je voulais décrire tout ce qui est arrivé à mon corps de fille, la découverte du plaisir, les règles. Ainsi, dans ce premier livre publié en 1974, sans que j'en sois alors consciente, se trouvait définie l'ère dans laquelle je placerais mon travail d'écriture. Une ère à la fois sociale et féministe. Venger ma race et venger mon sexe ne ferait qu'un désormais. En m'accordant la plus haute distinction littéraire qui soit, c'est un travail d'écriture
et une recherche personnelle menée dans la solitude et le doute qui se trouve placé dans une grande lumière. Elle ne m'éblouit pas. Je ne regarde pas l'attribution qui m'a été faite du prix Nobel comme une victoire individuelle. Ce n'est ni orgueil, ni modestie de penser qu'elle est, d'une certaine façon, une victoire collective. J'en partage la fierté avec ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, souhaitent plus de liberté, d'égalité et de dignité pour tous les humains, quel que soit leur sexe et leur genre, leur peau et leur culture. Ceux et celles qui pensent aux générations à venir, à la sauvegarde d'une terre que l'appétit de profit d'un petit nombre continue de rendre de moins en moins vivable pour l'ensemble des populations. Si je me retourne sur la promesse faite à 20 ans de venger ma race, je ne saurais dire si je l'ai réalisée. C'est d'elle, de mes ascendants, hommes et femmes durs à la tâche, qui les ont fait mourir tôt, que j'ai reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l'ambition de lui faire une place dans la littérature, dans cet ensemble de voix multiples qui, très tôt, m'a accompagné en me donnant accès à d'autres mondes et à d'autres pensées, y compris celle de m'insurger contre elle et de vouloir la modifier, pour inscrire ma voix de femme et de transfuge social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation, la littérature. Petits extraits, si j'y arrive. Être une petite fille, c'était d'abord être moi. Toujours tellement grande pour mon âge, costaude. Heureusement, malgré ma mine blanchette, un petit bidon en avant, pas de taille jusqu'à 12 ans. La jupe ne tiendra pas sans bretelles, assure la couturière, ou une ceinture serrée. Des bretelles, qu'elles soient à l'aise. Rien que des vêtements pour être à l'aise, avec en plus l'avantage qu'ils ont de durer longtemps. La coquetterie, les chatteries, les sourires coquins, les larmes pour attendrir, j'ignore complètement. Ma mère juge sévèrement les faiseuses d'embarras, appelle simagrées les pleurs. Pardon. Tu pisseras moins cette nuit. Une petite fille qui cherche le plus de plaisir et de bonheur sans se soucier de l'effet produit sur les autres. Je ne faisais pas le tri dans les jeux. J'aimais la corde à sauter, la marelle, la balle au mur et la bague d'or glissée de main jointe à main jointe. Déception de ne pas être la préférée ou douceur de l'être, et de sentir la bague couler entre mes paumes comme une preuve secrète d'amitié. Le vélo, les deux pieds sur le guidon, le ballon prisonnier, faire des maisons en domino, monter aux arbres. Le dimanche, parfois, quartier de la Gaîté, je me mêle aux cousins et aux enfants de la rue, et je ne comprends pas. Les garçons nous laissent de côté, nous les filles. Ils se battent entre eux, ils se roulent dans les copeaux de bois de la cour, de l'usine. Et nous, on les regarde. Alors je les attaque, je les chatouille, je mords. Mais ils ne se décident jamais à vraiment jouer. Qu'ai-je crié ce jour-là, peut-être un de leurs gros mots, à eux, que je leur renvoie en provocation. Dans l'imagerie de la mémoire, deux garçons de 14 ans, des grands, se tournent vers moi. L'un des deux lance à l'autre « Qu'est-ce qu'elle deviendra, celle-là » L'intonation de mépris la menace. Je me doute de ce que ça veut dire pour avoir les oreilles à traîner derrière les conversations des hommes. Je ne sais pas quoi répondre. Quel rapport insoupçonnable, jusque-là, entre aimer se battre, dire des gros mots, comme eux, et devenir une salope. Je me revois blessé. Et le pire, c'était de ne pas comprendre.
Je n'avais même pas envie de me jeter sur lui et de le battre. Ce que je deviendrais, quelqu'un, il le faut. Ma mère le dit. Et ça commence par un bon carnet de notes. L'air était doux et bleuté sur le cours Victor Hugo. Les sessions des examens d'octobre venaient de finir. On buvait un jus comme d'habitude au Montaigne. Il regardait la rue, les voitures, en étirant et lissant sa barbe blonde. Brusquement, il a dit « C'est de Camus, ça. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. » Une phrase juste, tu ne trouves pas? J'ai le souffle retenu. On devrait se marier, qu'est-ce que tu en penses? Cette mollesse qui me liquéfie subitement dans mon fauteuil de rotin, ma joie inavouable, masquée d'un « il faut qu'on y réfléchisse ». Je m'en souviens. L'avenir, la vieillesse même, ressemblait à ce jour doré. Elle resplendissait d'une poésie lointaine, délicate, la petite phrase de Camus, vieillir ensemble, comme une grâce qui fondait sur moi d'un seul coup. Pas une once de pensée claire. Mariage. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le soir, on a imaginé, on finirait nos études, je prendrais un poste dans un lycée, lui dans une boîte quelconque, on vivrait en meublé quelque temps, on se débrouillerait pour avoir un peu plus d'argent. Toute notre imagination s'arrêtait là. Mais les signes de ce qui m'attendait réellement, je les ai tous négligés. Je travaillais mon diplôme sur le surréalisme à la bibliothèque de Rouen. Je sors, je traverse le square Verdrel, il fait doux, les signes du bassin ont reparu, et d'un seul coup, j'ai conscience que je suis en train de vivre peut-être mes dernières semaines de fille seule, libre, d'aller où je veux, de ne pas manger ce midi, de travailler dans ma chambre sans être dérangé. Je vais perdre définitivement la solitude. Peut-on s'isoler facilement dans un petit meublé à deux? Et il voudra manger ses 2 repas par jour. Toutes sortes d'images me traversent. Une vie pas drôle finalement, mais je refoule. J'ai honte, ce sont des idées de fille unique, égocentrique, soucieuse de sa petite personne, mal élevée au fond. Un jour, il a du travail, il est fatigué. Si on mangeait dans la chambre au lieu d'aller au resto, 6 heures du soir, cours Victor Hugo, des femmes se précipitent au dock en face du Montaigne, prennent ci et ça sans hésitation, comme si elles avaient dans la tête toute la programmation du repas du soir, de demain, peut-être pour 4 personnes ou plus, au goût différent. Comment font-elles? La foule, peut-être, la chaleur, surtout ce butinement automatique des femmes dans les rayons gère d'une rangée à l'autre sans savoir quoi prendre, en dehors des beefsteaks, des œufs et de la soupe en sachet. Je ne sais rien faire de rapide. Pour lui préparer ce soir ce qu'il aime, des concombres, des frites, une mousse au chocolat, il me faudrait des heures. Je suis au bord des larmes devant toute cette bouffe étalée qui ne m'inspire rien, j'y arriverai jamais. J'en veux pas de cette vie rythmée par les achats, la cuisine. Pourquoi n'est-il pas venu avec moi au supermarché? J'ai fini par acheter des quiches lorraines, du fromage, des poires. Et il était en train d'écouter de la musique. Il a tout déballé, avec un plaisir de gamin. Les poires étaient blettes au cœur. Tu t'es fait entuber. Je le hais. Je ne me marierai pas. Le lendemain, nous sommes retournés au resto universitaire. J'ai oublié toutes les craintes, les pressentiments. Je les ai étouffés, sublimés. D'accord. Quand on vivra ensemble, je n'aurai plus autant de liberté, de loisirs. Il y aura les courses, de la cuisine, du ménage, un peu. Et alors, tu renacles, petit cheval? Tu n'es pas courageuse? Des tas de filles réussissent à tout concilier.
sourciller, sourire aux lèvres n'en font pas un drame comme toi. Au contraire, elles existent vraiment. Je me persuade qu'en me mariant, je serai libéré de ce moi qui tourne en rond, se pose des questions. Un moi inutile, que j'atteindrai l'équilibre. L'homme, l'épaule solide, anti-métaphysique, dissipateur d'idées tourmentantes. Qu'elle se marie donc, ça la calmera. Tes boutons même disparaîtront. Je ris, forcément, obscurément, j'y crois. Mariage, accomplissement. Je marche. Quelquefois, je songe qu'il est égoïste et qu'il ne s'intéresse guère à ce que je fais. Moi, je lis ces livres de sociologie. Jamais il n'ouvre les miens. On s'arrête là.